Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Tout un monde, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord en quelques secondes le bilan de 7 jours d'infos. Un premier cas de Ebola a été découvert aux États-Unis et plus de 100 personnes ont été placées sous surveillance par mesure de précaution. La coalition internationale contre l'État islamique s'étend. La Turquie a officiellement rejoint les efforts menés par les États-Unis et l'Australie a envoyé des avions de combat. I, as a member of the British public, will now pay the price for that decision. Hong Kong est traversé par un mouvement de protestation historique et unique en son genre. Nous serons en duplex dans un instant avec un journaliste sur place. Et enfin, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas se sont affrontés par discours interposés à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils s'accusent mutuellement de crimes de guerre. On y revient tout de suite. Et c'était tout le monde de cette semaine. On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour ce tout premier numéro de Tout un monde, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nissim Zvili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien secrétaire général du Parti travailliste israélien et vous avez notamment négocié avec Yasser Arafat au moment des pourparlers des accords d'Oslo. Je suis également en compagnie de Colette Avital. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne députée travailliste et vous êtes au parti Meretz, qui est le parti de gauche israélien, au sein des relations internationales du parti. Avec vous, on va commencer à parler de l'Assemblée générale de l'ONU. On regarde, si vous le voulez bien, un extrait du discours de Mahmoud Abbas et un extrait du discours de Benjamin Netanyahou à l'ONU. Regardez, l'affrontement est très clair. Au nom de la Palestine et de son peuple, j'affirme aujourd'hui que nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas et nous ne permettrons pas que des criminels de guerre échappent à une peine. J'affirme devant vous que le peuple palestinien continuera à se battre pour son droit légitime de se défendre contre la machine de guerre israélienne et de résister à l'occupation raciste et coloniale israélienne. Mesdames et messieurs, alors que les enfants israéliens se réfugiaient dans les abris et que le dôme de fer interceptait les roquettes du Hamas dans le ciel, la profonde différence morale entre Israël et le Hamas est devenue évidente. Israël utilisait ses missiles pour protéger ses enfants. Le Hamas utilisait ses enfants pour protéger ses missiles. Colette, je voudrais commencer avec vous. La gauche a considéré le discours de Mahmoud Abbas très problématique. La droite a estimé qu'il a perdu tout sens des réalités. Est-ce que vous considérez qu'il est encore un partenaire pour la paix ? Je constate aussi que c'était un discours excessif. Les deux discours, d'ailleurs, n'ont fait que s'affronter. Et on est en 2014, tant d'années après la réconciliation d'Oslo, et on s'affronte encore aux Nations Unies. La position du Meretz est très claire. Même si ce discours était excessif, c'est pour l'instant le seul partenaire valable. Et nous souhaitons voir la fin de l'occupation. Un État palestinien indépendant et il faut le faire aussi vite que possible. Alors, Nissim, je vais me tourner vers vous. Colette faisait mention des accords d'Oslo, ça fait 20 ans. 20 ans que ces accords sont passés. En Israël, de plus en plus de personnes croient en les idées de Naftali Bennett, qui estime que faire la paix avec les Palestiniens est une idée utopiste. Est-ce que vous, lorsque vous voyez cette victoire des idées entre guillemets de la droite, est-ce que vous, à titre personnel, vous le sentez comme un échec ? Oui, un certain échec. Vous savez, la vraie question qui me préoccupe énormément, c'est comment ça se fait qu'un homme comme Mahmoud Abbas, un leader politique qui a toujours lutté, même quand Arafat était président de l'autorité palestinienne, contre l'utilisation de la force armée, du terror, pour achever des buts politiques, comment on a réussi à le pousser à ce désespoir. C'est ça ce qui m'inquiète. Parce que ça, c'était un discours d'un leader qui est prisonnier de son opinion publique. Exactement comme Bibi Netanyahou était prisonnier de son opinion publique, surtout de l'extrême droite. C'était pas un discours, le discours de Netanyahou, qui a essayé de contourner le conflit israélo-palestinien par parlant aux pays arabes modérés. C'était tellement grotesque, c'était tellement pas sérieux. On voit un leader qui s'évade, qui essaye de se s'évader de la réalité politique. Je ne crois pas que ce sont deux discours qui ont complètement fermé la porte de possibles négociations. Alors, Nissim, vous pouvez parler de l'opinion publique israélienne, et justement, c'est ma prochaine question. Dans l'opinion publique israélienne, en hébreu, lorsqu'on dit smolani, qui veut dire gauchiste ou homme de gauche, c'est presque une insulte dans la bouche de certains lorsqu'ils le disent. Certains s'affirment de gauche, mais lorsque dans le débat public on dit quoi, t'es de gauche, t'es gauchiste, c'est une insulte.
Comment est-ce qu'on arrive à cette situation-là dans la gauche israélienne que le mot gauchiste est une insulte? Il faut dire que c'est un long processus. Le fait aussi que les Palestiniens aient fait leurs propres erreurs, le fait qu'on a l'impression qu'Israël a souhaité et a essayé de tout donner, du moins c'est ce que la droite a essayé de présenter tout le temps, et que ça a été repoussé par les Palestiniens, je crois que c'est un manque de crédibilité maintenant de la part des Palestiniens et par conséquent de la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la gauche soit crédible, il faut que les Palestiniens soient crédibles? Non, tout d'abord, moi je suis fier d'être un homme de gauche. On peut m'appeler Smolan, on peut m'appeler... Je suis très fier des positions que j'ai prises au niveau politique depuis que j'étais membre de l'équipe politique du Parti travailliste et de la Knesset. J'ai aucun problème avec mes positions politiques. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de leader qui donne l'impression au peuple qu'ils veulent les diriger vers une autre direction. Pour moi, si on veut arriver vraiment à une solution du conflit israélo-palestinien, il faut négocier directement avec le Hamas. J'ai aucun problème avec cette position. Ce gouvernement, ce Premier ministre a déjà négocié avec le Hamas maintes fois sur la libération de Shalit. Il a négocié des cessez-le-feu. Il a prié pour que le Hamas accepte. Donc c'est hypocrite lorsqu'on dit qu'on ne parle pas avec le Hamas? C'est complètement de l'hypocrisie. Ils sont en train de discuter avec le Hamas chaque jour. Oui. Tous les accords des ouvertures de frontières, des postes frontières, tout est discuté directement et indirectement avec le Hamas. Nissim, vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas de leader pour vous montrer une alternative, mais ce constat, Colette, est vrai ailleurs. En France, en Europe, la gauche est éteinte. En France, on a l'impression que pour 2017, c'est soit Marine Le Pen, soit Sarkozy, mais que la gauche n'est pas une option. Ça veut dire quoi? Que la gauche dans le monde... Je ne crois pas qu'il faut comparer. Je ne crois pas que la situation en Europe avec l'immigration et ce qui se passe autour de cette immigration illégale en grande partie soit comparable à ce qui se passe en Israël. Je crois que ce que le Premier ministre a fait dans son discours, ce sont deux choses. La première, c'est de continuer à faire peur aux Israéliens en ne parlant que des choses, tout ce qu'il y a de négatif et tout ce qui nous attend de mal. Aucun petit espoir. Et d'autre part... Il est peut-être dans son rôle après une guerre aussi difficile. Je ne crois pas que le rôle d'un Premier ministre, c'est simplement d'effrayer le monde, d'être un donneur de leçons au monde et de faire peur à sa propre population. Je crois que le rôle d'un Premier ministre, certainement d'Israël, est de donner un peu d'espoir à sa population. Or, la droite ne donne aucun espoir, aucune alternative. Nous devons et nous continuerons à vivre à côté des Palestiniens. Est-ce que nous voulons un État binational? Est-ce que l'option de l'État binational est ce que la droite veut? Nous, dans la gauche, et je me range à côté de Nissim Zvili, je suis très heureuse d'appartenir à la gauche parce que je trouve que c'est la seule solution réaliste du problème. Merci beaucoup Colette Vital et Nissim Zvili d'avoir été avec nous. On aura eu au moins 2 personnes qui sont fières d'être de gauche sur ce plateau et qui n'ont pas peur donc des insultes qu'on peut entendre parfois à droite dans la société israélienne. Merci à vous deux pour vos éclairages. On va à présent prendre la direction d'Hong Kong. Ils défient ouvertement Pékin et leurs manifestations sont historiques. Les étudiants d'Hong Kong sont dans la rue. On rejoint notre envoyé sur place. Bonjour François-Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Julien. Alors on dit que les manifestations sur place sont historiques, elles sont uniques en leur genre. Vous qui êtes là, vous qui êtes à Hong Kong, est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. Je peux tout à fait vous confirmer ce sentiment. C'est assez impressionnant. L'organisation est parfaite. Les jeunes sont très nombreux dans les rues et la manifestation continue avec une importante durée, un important nombre de personnes. Alors, il y a beaucoup de monde sur place, vous le dites, mais est-ce que les manifestations ont-ils vraiment l'espoir et est-ce qu'ils ont des chances même d'obtenir des concessions de la part de Pékin? Alors, c'est assez difficile à dire. J'avais parlé au leader du mouvement Benitai avant les manifestations et il me confiait qu'il ne pensait pas obtenir aucune concession de la part de Pékin. Le président Xi Jinping a maintenu une ligne très dure avec chacun des mouvements qui remettaient en cause son autorité. C'était le cas au Népal, c'était le cas aussi au Xinjiang avec les minorités musulmanes ouïghours. Et aujourd'hui, le mouvement est véritablement dans l'impasse. François-Xavier, on comprend au travers de vos propos que Pékin a une position très ferme face aux protestataires, mais tout de même, est-ce que ces manifestations peuvent à terme peut-être marquer le régime chinois ?
Oui, évidemment, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues depuis maintenant 5 jours. Parmi ces personnes, la grande majorité sont très jeunes, étudiantes. Elles sont maintenant aguerries aux méthodes de manifestation pacifique, de manifestation démocratique. Et évidemment, ces événements aujourd'hui pèseront dans les décisions de Pékin à l'encontre de Hong Kong, mais aussi plus généralement dans la façon dont la communauté internationale considérera Pékin et dans la façon dont Taïwan considérera un rapprochement avec Pékin. Alors, vous dites à l'instant que les manifestants sont à présent aguerris aux techniques de protestation. On entend ici parler de l'utilisation d'Internet par les manifestants et notamment d'une application qui les aiderait à contourner la censure. De quoi s'agit-il ? Alors, à Hong Kong, la censure n'est pas extrêmement présente. Le principal outil censuré aujourd'hui est Weibo, qui est un équivalent chinois de l'application WeChat. Mais pour le moment, WeChat continue à fonctionner d'un manifestant à l'autre. L'enjeu étant uniquement lorsque la place est noire de monde, les réseaux sont complètement saturés. Donc pour contourner cette difficulté, les manifestants utilisent l'application FireChat qui utilise les réseaux Bluetooth et crée un réseau à partir de rien, passant d'un téléphone à l'autre. Je voudrais juste reparler un petit peu de Pékin. On parlait tout à l'heure de la possibilité que ce mouvement marque le régime chinois. Est-ce qu'il y a un écho de ces manifestations en Chine ? Est-ce que ce mouvement a un écho en Chine? C'est extrêmement difficile à évaluer tant la censure est présente. Encore aujourd'hui, le gouvernement chinois a demandé aux tour opérateurs de limiter les voyages vers Hong Kong. La censure continue à bloquer les messages qui viennent de Hong Kong et qui sont en lien avec les manifestations. Instagram ne fonctionne plus en Chine aujourd'hui pour ces manifestations. Il est donc extrêmement difficile de mesurer l'écho de la situation en Chine. Ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous, François-Xavier. Allez, pour terminer cette émission, on prend la direction de New York, où nous attend Guy Franklin. Il est haut responsable au sein du cabinet d'audit financier Ernst & Young. Et il est également le créateur de la carte qui répertorie les startups israéliennes à New York. Et elles sont de plus en plus nombreuses sur place. Bonjour Guy, merci beaucoup d'être avec nous. Commençons avec quelques chiffres de combien de startups israéliennes à New York on parle exactement. À l'heure actuelle, il y a plus de 200 startups israéliennes à New York. Lorsque j'ai commencé à créer la carte des startups il y a 1 an et demi, il n'y avait que 60 entreprises. Depuis, tous les mois, une dizaine de startups s'installent à New York. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont à New York? J'aurais plutôt pensé qu'elles s'installeraient dans la Silicon Valley. In the last 2-3 years, New York became the main hub. Au cours des 2 ou 3 dernières années, New York est devenu le centre principal des startups high-tech. C'est l'une des raisons pour laquelle les startups israéliennes viennent s'installer ici. Leur marché est ici. Les plus grandes agences de publicité sont ici. Les plus grandes boîtes de production vidéo sont ici, à New York. Donc les startups veulent travailler avec ces compagnies et pour cela, il faut être proche. Et puis, en plus de cela, tous les grands investisseurs sont ici. Ces gens-là veulent investir dans les startups et certains sont même particulièrement intéressés par les startups israéliennes. Il est difficile d'investir dans une start-up si elle est basée à Tel Aviv ou dans la Silicon Valley. Le fait que le marché soit ici et que les investisseurs soient ici sont les raisons pour lesquelles les start-up israéliennes choisissent de s'installer à New York. Alors voilà pour les explications. Rentrons dans le concret. Donnez-nous quelques exemples de start-up israéliennes qui sont innovatrices sur place. Yes, Outbrain and Taboola. Oui, Outbrain et Taboola sont 2 grandes compagnies qui sont basées ici, à New York. Lorsque vous lisez un article sur Internet et que vous regardez en bas de la page, vous avez souvent des recommandations d'autres articles qui pourraient vous intéresser. Eh bien, ces 2 compagnies sont les plus importantes dans ce domaine et elles sont également israéliennes. Alors, Guy, je pense que vous le savez, hein, les Israéliens sont très fiers de leur réputation de nation start-up. Ça donne quoi à New York? La réputation est la même? Yes, of course. Israel has a great reputation as a startup nation here in New York.
Oui, bien sûr, Israël a une très bonne réputation en tant que Startup Nation ici à New York. Et l'une des raisons pour cela est que l'on a vu beaucoup d'acquisitions ces 2 dernières années. Je vais vous donner quelques exemples. Google a acheté Waze pour $1 milliard. American Online a acheté Adapt TV pour $400 millions. Il y a de nombreux exemples. On voit aussi beaucoup d'introductions en bourse de start-up israéliennes. Il y a eu Wix, Varonis et Borderfree. Et la dernière Mobileye, introduite en bourse le mois dernier. Guy, une dernière question pour terminer. À l'avenir, est-ce que vous pensez que de plus en plus d'entreprises israéliennes vont s'implanter à New York? Oui, au cours des 6 derniers mois, on voit une vraie tendance des startups israéliennes qui viennent s'installer à New York. Je m'attends à ce que cela continue cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guy, en duplex de New York. Et c'était le monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.